Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G. Comment ça va, Fernand, ce mardi 18 Je juillet? vais bien, cher ami. Et toi, comment vas-tu? Bah écoute, ça va, ça va, ça va. En plus, aujourd'hui, on va se refaire. Parce que, souvenez-vous, il y a quelques mois de ça, quelques années, j'ai même envie de dire, on s'était fait un épisode sur les grands espoirs du MMA, ceux qui allaient tout casser. Et l'épisode a plutôt bien vieilli, hein, puisque que ce soit ton petit Brandon Moreno, les Charles Oliveira, tout ça, ils ont fini par récupérer les ceintures. Et même Sean O'Malley, que déjà tu mettais une grosse piécette à l'époque dessus, bah il va faire son combat pour le titre, donc on va parler de tout ça. Mais avant ça, il y a les actualités du moment, et dans les actualités, Fernand, il y a Francis Ngannou qui a sécurisé le choc face à Tyson Fury en boxe anglaise. Donc ok, il y a un petit concours de circonstances parce que Tyson Fury a pas pu avoir les combats qu'il voulait en boxe, mais quand même, j'ai envie de dire chapeau. Ah, c'est un gros deal. Ça, c'est un très gros deal pour Francis. Euh, Parce que ça reste le rêve de tout combattant des MMA finalement. Le chemin que ça prend, c'est ces chemins-là de se dire que tu vas partir, tu vas faire ta carrière en MMA, tu vas atteindre le haut niveau. Tu ne pars pas sans avoir été le champion, tu es champion. Ensuite, tu décides d'arrêter ton deal avec l'UFC, tu vas finir par sécuriser un combat, c'est très très bien. Il faut lui dire chapeau, effectivement. Et toi, quand tu vois là qu'il y a des passerelles comme ça qui sont possibles, qu'on sait tout ce qui s'est passé, je sais que tu es en très bonne relation avec l'UFC, d'ailleurs tu as le t-shirt UFC Performance Institute, mais est-ce que tu penses, même là il y a une interview récente de Masvidal qui a dit que c'était le move ultime, est-ce que tu penses Mm. qu'il y aura un avant-après euh, pour le fait qu'il ait réussi à faire ça sans qu'il y ait l'UFC qui en soit, enfin, que ce soit une copromotion avec l'UFC comme l'avait fait Conor McGregor? Oui, je pense que ça donne des idées. Ça donne des idées à des personnes de se dire, euh, je peux, je peux faire un move sans être sous l'ombrella de l'UFC. Je peux arriver à faire des choses. C'est quelque chose de bien, dosé. De surtout défendre ses valeurs. Quand tu penses à quelque chose et tout, tu y crois vraiment, il faut y aller, et tout. Après, toujours des gens qui sont de ton côté, mais tu y vas et tu fonces si tu penses que c'est du vrai, il faut y aller. C'est pas la première fois. On sait que les crossovers, il y en a eu plein, quoi. Avant Francis, il y a eu Anderson Silva qui est allé, de l'UFC vers la boxe sans l'UFC parce que bah, c'était fini, quoi. Enfin, son contrat avec l'UFC, c'était terminé. Il n'y a pas que lui. Il y a eu Tyron Woodley qui a fait pareil. Il y a eu pas mal de combattants finalement, sauf que lui, il est parti. Le début de l'histoire était déjà conflictuel jusqu'au bout, alors que les autres sont partis un peu parce que l'UFC n'en voulait plus. C'est différent. Et puis, il y a eu le grand, celui qui a le plus réussi, qui est parti avec l'UFC. Et, 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 et du coup, le montant que ça a donné était monstrueux, puisqu'on avait d'un côté la promotion de l'UFC qui s'attachait à une autre promotion de boxe, et les deux ont pu faire quelque chose. Et du coup, ça lui a valu carrément d'être sur le podium, même la médaille d'or du sportif le mieux payé, parce que ça fait partie des revenus qui rentrent aussi en compte, même s'il n'y avait pas que le sportif. Mais en tout cas, très bonne action de la part enfin, très bonne opération au final. Il a montré beaucoup de résilience, c'est pas facile. Et puis il est arrivé jusqu'au bout. Et est-ce que toi tu vas suivre ça parce que tu l'as dit à de nombreuses reprises, moi je suis aussi de ton avis là-dessus, c'est que c'est vrai que Conor il a été porté par l'UFC aussi. Est-ce que tu vas suivre les résultats on va dire financiers de ce combat parce qu'on sait que ça va être diffusé sur la plateforme ESPN outre-Atlantique. Est-ce que tu vas te dire est-ce qu'on va pouvoir voir voilà le fait qu'il y ait l'impact de l'UFC ou non avec ce combat-là et te dire est-ce que peut-être toi qu'en tant que promoteur ça pourrait t'intéresser aussi? Bon, on le voit déjà. Hein, l'impact, il est clair, non? Enfin, là, on sait déjà combien est le deal, combien, en tout cas, ce que va gagner Tyson Fury à peu près, une trentaine de millions, ce que va gagner Francis à peu près 8 millions. Donc, on sait à peu près ce qui va se faire et puis on sait ce qu'a fait l'UFC avec Conor. Donc, il y a forcément un delta.
On le sait qu'il y a ce truc-là. Maintenant, maintenant, c'est sûr que moi, je regarde le MMA avec tous les aspects qui vont avec. Enfin, tout le monde le sait que je suis assez curieux de comprendre le fonctionnement du MMA de manière générale, les modèles business de chaque grosse ligue. Je regarde de très près le fonctionnement de financier et modèle business de la boxe anglaise, des promotions de boxe anglaise. Je regarde de très près tout ça et je compare et ça m'intéresse. Par curiosité, j'aime me former et ça m'intéresse. Donc forcément, je vais regarder le combat. Je vais regarder le combat avec beaucoup d'attention pour le côté sportif, parce qu'il y aura de la sportivité, on n'en parle pas beaucoup, mais il y aura, il y aura de la sportivité. Ok, ah bah, alors bah, je suis curieux parce que moi j'ai vraiment beaucoup de mal à m'imaginer comment Francis peut, et sachant que toi bah justement c'est toi qui l'as encouragé à aller vers le MMA, mais j'ai du mal à voir comment il peut rivaliser avec Tyson Fury. Il peut rivaliser parce que c'est toute une affaire d'adaptation et d'entraînement. Les gens ne se rendent pas compte que Conor a fait une dizaine de rounds avec le combattant, le meilleur combattant du siècle dernier en boxe. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Conor McGregor, c'est bon, ok. Tellement c'était impressionnant qu'il y a eu des théories de combat truqué. Parce que voilà un mec qui n'a jamais eu un combat professionnel de boxe de toute sa vie, qui vient du MMA, qui arrive en boxe, qui va boxer contre celui qui est indiscutablement, c'est le gars qui a le meilleur palmarès en boxe professionnel. On est d'accord ou pas? On est d'accord, Ok. on est d'accord. Ok. Donc il est arrivé et il a surclassé, il a touché, il a, il a évolué round par round, il était confortable. Il faisait des feintes, il endormait, il remontait les uppercuts, il mettait des crochets, il avait du timing, du déplacement. C'est comme si il y avait un mec qui n'a jamais fait de podcast de sa vie. Il n'a jamais eu de micro de sa vie. Il n'a jamais fait une émission comme ça, enfin, un petit truc comme ce que toi et moi on fait là. Il sort un Amérindien qui sort de l'Australie de quelque part. Il arrive là, il gère tout. Il arrive, fait ton podcast, il s'assoit, tu lui demandes, alors c'est bon, tu as ton micro, il sort le micro, tu as le casque, il sort le casque et tout, c'est quoi ta cam, il sort ta webcam, il pose tout. Bon, au final, oui, tu as 100 000 comment dire, abonnés de plus que lui, et puis lui, il a, je sais pas moi, 300 000 abonnés, tu en as 400 000 abonnés. Voilà un peu ce que ça veut dire. C'est que c'est, Mayweather a affronté un mec qui n'avait jamais fait de boxe, comme Francis n'a jamais boxé de toute sa vie en pro. Il n'a pas un seul combat de boxe référencé en pro. Il va affronter un monsieur qui ne fait que ça toute sa vie. Et pourquoi pas impressionner le monde? Il pourrait choquer le monde si ça se passe très tôt dans le combat. Il pourrait impressionner le monde, même si il perdait à la décision ou même qu'il était stoppé. Ce serait toujours impressionnant. Parce que comment dire, ce qui détermine la discipline sportive et qui va déterminer la complexité d'un combat, quel que soit le sport, c'est le cadre institutionnel. Ce sont les règles qui sont mises en place. Les règles de Queensberry, c'est bon, il y a 3 minutes et ensuite on ne peut boxer qu'avec les deux bras. On ne peut pas frapper avec les coudes, on ne peut pas mettre les genoux, on ne peut pas mettre les pieds. Du coup, ça amène un certain input. Le nombre de coups donnés devient très, très élevé comparé au coup qu'on donne en MMA. Ça veut dire qu'en termes de sollicitation de ce qu'on appelle les adaptations périphériques, donc ce sont les adaptations musculaires, on est très, très haut en boxe. Les parties qui vont beaucoup être marquées par ça vont en général les deltoïdes.
parce que ça soutient les bras et ça bouge. À côté de ça, pour pousser le poing, il y a le triceps qui vient pousser. Ah, je parle du muscle qui est le muscle moteur. Ensuite, il y a des muscles synergiques à côté. Et tout ça va être extrêmement sollicité comme jamais. Parce en MMA, quand le gars est en train de boxer et qu'il a mis un gros input et qu'il a mis pas mal de coups, il va aller accrocher, il va pouvoir lutter, il va pouvoir utiliser les genoux, il va pouvoir utiliser les middle kicks, enfin, il a tellement d'armes pour laisser reposer les muscles qui ont été très sollicités de façon à ce que ces muscles-là puissent redémarrer après avoir récupéré. Sauf que la fatigue musculaire qui va, qui va, qui va être imposée par ce que Tyson Fury va mettre à Francis, parce qu'il va le solliciter tellement que même si Francis arrive avec la connaissance et comment dire, la conscience qu'il ne doit pas beaucoup donner de façon à ne pas être grillé rapidement, il va devoir donner un peu au risque de se voir mettre KO. S'il se laisse faire, il va prendre des mauvais coups. Il a beau être, comment dire, il a beau être boxé avec de la grâce, Tyson Fury, ça reste un poids lourd. Il a beau danser, il a beau jouer, il frappe comme un poids lourd. Il a du métier. Il y a des moments où il va s'appuyer, même quand Francis va venir l'accrocher, lui, il va s'appuyer sur la tête de Francis et tirer Francis vers le sol. On le vit en ce moment avec Mourad Aliev, qui est le sparring de Cyril. Mourad Aliev, équipe de France de boxe et tout, qui est passé en pro depuis quelques temps et qui a eu cette victoire. Mourad nous épuise. Il épuise Cyril quand on arrive au contact. Dès qu'il y a contact, il faut user de beaucoup de stratégies, notamment le head control, qui ne se fait pas en boxe, mais qui peut servir en boxe si Francis sait l'utiliser. Le placement de son front sous le menton de, de, de Tyson Fury pour empêcher que Tyson Fury soit au-dessus de sa tête et s'appuie sur lui complètement. Donc, si tu veux, il y a, il y a toutes ces choses-là qui vont faire que, quel que soit le niveau d'entraînement qu'on aura fait, on sera toujours en dessous du nombre de coups sollicités par round sur le MMA. Mais attention, durant la préparation de tous les combats de Francis, depuis le début de sa carrière jusqu'à aujourd'hui, il a boxé énormément. Il a été sur Paris dans les salles il a traîné dans toutes les salles de boxe, que ce soit en boxe taille, dans le 13e au Phoenix, que ce soit à Villejuif, chez Pascal Arène, que ce soit à Noisy, ou dans la salle de Takam, il a fait quasiment toutes les salles. Il a traîné. Aujourd'hui, il a un professeur qui est un coach, l'un de ses coachs, qui était un ancien kicker et qui est aujourd'hui un professeur de boxe qui connaît un peu l'univers de la boxe. Donc, mine de rien, il n'arrive pas sur un terrain complètement inconnu. Il arrive sur un terrain où, même s'il a 0 combat en pro, il a pas mal appris et il reste naturellement un gros frappeur. Alors, les gants ne sont pas aussi fins que les gants des MMA, mais il reste un gros frappeur. Si tu penses que ça suffit, ça? Bah, ce que je veux dire, c'est que tout le monde, ça ne suffit pas. Sur le papier, il aura du mal à toucher. Il aura du mal à toucher Tyson. On l'a vu avoir du mal à toucher Cyril. Parce que Cyril bouge. Mais s'il touche, on sait que dans l'histoire de Francis, quand il a touché, ça tombe souvent. Donc, s'il touche, il est probable qu'il soit ébranlé quand même, Tyson. Alors, je pense que Tyson Fury a déjà été touché par ce genre de frappe, un peu. Et donc, s'il touche, Tyson va quand même être ébranlé. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense que ça va être difficile comme match. Mais ce qu'il faut mettre en tête et garder en tête, c'est qu'il a déjà gagné de toutes les façons. Parce que qu'il perde
à la décision, qui perdent par KO, Francis a déjà gagné de toutes les façons. À partir du moment où tu as réussi à faire ce match-là, ce crossover entre l'un des plus, enfin, c'est pas l'un des plus, le plus grand boxeur chez les poids lourds actuellement versus toi, alors que tu pars d'un niveau où tu avais zéro combat et qu'à l'époque où moi je lui cherchais les combats en anglaise, il n'avait même pas l'autorisation d'y aller puisqu'il n'avait pas de licence d'anglaise, il n'avait jamais boxé en anglaise. S'octroyer ce droit, un peu comme Conor a eu ce passeport ultime d'aller boxer le plus grand boxeur du dernier siècle. Mayweather, bah là, Francis vient de prendre son ticket pour aller boxer le plus grand boxeur des poids lourds du siècle dernier. Alors, je sais que peut-être que tu penses au contraire. Peut-être que pour toi, c'est pas Tyson Fury, c'est l'autre Tyson qui est le plus grand boxeur du. Non, ah non, non, Tyson Fury, franchement, de ce qu'il a accompli, enfin, c'est assez fou. Même l'histoire avec le comeback, tout ça, enfin, Voilà, c'est chaud. sa vie, c'est une vie, c'est un film, c'est un vrai film, tu vois. D'ailleurs, je me pose la question comment cette histoire-là n'a pas une adaptation au cinéma. Mais en tout cas, moi, le fight m'intéresse beaucoup, que ce soit sur l'aspect du management, l'aspect du marketing et l'aspect sportif, tout m'intéresse. Ok, bah je partage ton avis. Moi, c'est juste le fait de, tu sais, quand on regarde de plus près les mensurations, c'est vrai que Francis, à chaque fois, c'est le mec qui est énorme et qui peut éteindre tous les gars. Mais quand on regarde Tyson Fury, il est plus grand, plus grosse allonge, il est plus lourd que Enfin, ça, c'est là où ça m'a l'air un petit peu compliqué pour Francis, tu vois. Mais j'ai envie de Mais te il dire, suffit ça d'un va être du coup. sport. Ouais, Ça va être ouais. du sport, ça va être marrant dans le sens où je t'ai dit, c'est une vraie problématique. Lors de la préparation contre Volkov, on a vécu ça. Après, Cyril a pu gérer avec Volkov à l'intérieur de la cage, mais lors de la préparation, il a morflé parce que Mourad, il fait plus de 2 mètres, un peu plus de 2 mètres, quoi. Il fait 2 mètres 6, je ne sais plus. Enfin, et donc, du coup, le mec, il te pilonne avec un piston, un jab très précis, un jab éduqué, très propre. Quand tu veux éviter le jab et tu te dis, bon, j'ai passé la barrière du jab, je vais me mettre à côté de lui pour travailler au corps, il se pose sur toi et il lâche tout son poids sur ton dos. Bah, du coup, tu es éreinté, tu es usé, fatigué. Ensuite, tu ressors et tu te dis, je vais faire in-out. Sauf que tu fais in, au moment où tu ressors, même quand tu as fait un bond en arrière, avec ses tentacules, il réussit à te toucher. Tu reviens pour faire inside, boum, il te compte. Tu reviens pour faire out, il te touche quand même avec une tentacule à la sortie. C'est pas facile. C'est pas un combat facile. Mais enfin, comment te dire? J'arrive même pas à lire le combat comme ça. Alors que toi, tu arrives à lire le combat avec un côté très sport. J'arrive même pas à lire ça. Je le lis, le combat, comme le truc global, le sens politique de ce qui vient de se passer, le sens général de ce qui vient de se passer, le message envoyé, la difficulté à pouvoir résoudre ce genre de problème. C'est cette complexité-là qui m'intéresse, moi. Ça va se faire. Et peu importe qui va gagner, ça va se faire. Conor McGregor, Mayweather, ça s'est fait. Certains disent que c'est un combat arrangé. Certains disent que Conor a malmené Mayweather. Certains disent que Mayweather a malmené, il a joué avec Conor. Peu importe. L'histoire retient quoi? C'est un combat qui a fait 200 millions. Si le combat a fait 200 millions, c'est pas tant les sous qu'il faut regarder. Je vous demande de regarder le fil rouge, pas pour être pas pour que vous soyez en mode je suis vénal. C'est de dire, regardez le fil rouge. Qui donne les 200 millions? C'est toi, c'est moi, c'est chacun d'entre nous qui contribuons. Donc, il y a un certain intérêt. Quand le promoteur dit, je vais payer à Francis 8 millions, ce n'est pas lui qui va payer. C'est toi, c'est moi, c'est ton voisin, c'est nous tous qui allons cotiser par le PPV pour le payer. Donc, il y a derrière les sous un certain nombre un certain intérêt. Cet intérêt-là n'est pas à négliger. C'est tout ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que
faut prendre de la hauteur et il y a des combats où on ne regarde plus l'enjeu. On regarde qu'est-ce que ça rapporte mondialement, quelle est la puissance du message envoyé. C'est ça le plus important. Et voilà, donc ça aura lieu au mois d'octobre prochain en Arabie Saoudite. Fernand, place au gros sujet de la semaine, c'est les espoirs, ceux qui vont tout péter. Donc là, par espoir, ce qu'on veut dire, c'est qui va être champion à horizon 2025 à l'UFC. Donc ça peut être des gars qui sont déjà dans les top 15, ça peut être déjà des gars qui sont dans les starting blocks, bien évidemment, parce que là, on va pas s'intéresser à des gars qui ont un bilan de 0-0, mais ces mecs qui sont quasi garantis champions de la part de Fernand, en tout cas, qu'on son petit tampon. Vas-y. Mais 2025, ça fait loin. Hein. Bah ouais, bah faut que... Parce que il y a des gars qui seront champions en 2024 qui ne seront plus champions en 2025. Vas-y, allez, on dit 2024-2025. Non, mais parce que, tu vois, par exemple, pour Sean O'Malley, on avait un petit peu trop d'avance quand on l'avait fait il y a 2 ans. Oui, mais on n'avait pas tort. Tu te rappelles quand il a commencé Sean O'Malley? Oui, bah 2018, il a pris le temps. On se moquait de lui. On se disait, bon, bah, c'est plié, c'est mort, c'est impossible, il va rien faire. Il est en train de faire une ceinture. Il fait une ceinture. C'est avec ses cheveux colorés et tout, il fait une ceinture. Donc voilà. Non, ça dépend des KT. Je vais te décevoir parce que les flyweight. Ah voilà, on va commencer justement par les flyweight. Les flyweight, c'est compliqué pour moi. J'arrive pas à... Même Mohamed Mokaev, il t'a pas... Non. Oh. Donc Mohamed Mokaev, c'est peut-être plus gros palmarès chez le en MMA amateur, qui arrive à l'UFC. Mais ses performances au haut niveau ne m'impressionnent pas. Alors, c'est très compliqué toujours de faire ce genre de truc où il y a les tiers listes et tout, parce que ceux qui sont très fans de Mohamed Mokaev ne vont pas comprendre que je sois aussi... Mais globalement, les gens sont d'accord avec toi. Hein. Je veux dire, moi y compris, on retrouve pas la même domination que celle qu'il y avait chez les amateurs. T'as vu ce qu'il a fait en amateur? Il a déchiré le monde. Et aujourd'hui, à l'UFC, c'est dur. Hein. Je ne le vois pas se démarquer vraiment, tu vois. Là, aujourd'hui, à part celui qui vient d'être champion, là, j'ai du mal à te dire qui va devenir champion encore. On passe au bantamweight. Au bantamweight, je ne comprendrais pas qu'il n'y ait pas Oumar Nurmagomedov. Oh. Ouais. non, c'est vrai, je le vois. Attends, aussi, mais t'as mis qui, toi? Non, je n'ai pas... Là, comme ça, des têtes, non. Je n'ai pas quelqu'un qui se démarque en ce moment. Je sais pas, non. Je sais pas. J'ai mis personne dessus. C'est une KT. Je t'ai dit, j'ai choisi quelques KT sur lesquels qui peuvent me parler, moi. Je vois quelques KT qui peuvent me parler, mais tu as qui en bantam pour être tout à fait pragmatique? Tu as Aljamain Sterling. Oui, Merab. Merab, il pourrait. Tu n'y crois pas? C'est pas que j'y crois pas, mais c'est surtout si on se projette un peu. Je pense que Merab, il va... C'est aujourd'hui son moment, tu vois, sa fenêtre de tir. Et tu te dis que comme il ne peut pas sortir pour le moment, quand il sortira, ce sera trop tard, c'est ça? Ouais, ce sera trop tard, ou il y aura Oumar. Et quand il y aura Oumar, je pense que ça va être compliqué pour lui. Merab, plus intelligemment. Hein. Non, c'est vrai. Après, Oumar est très complet. Donc, c'est chaud. Oui. Oumar. On va dire Oumar. Je vois plus Oumar qui est plus dominant que Merab, qui est une machine à gagner. Merab sait gagner. Il sait comment faire une lutte économique. Il sait comment... il a compris, quand j'ai envie d'enseigner à mes élèves comment lutter intelligemment et lutter sans trop dépenser d'énergie, parce que la lutte, c'est très énergivore, je leur parle de Merab. Il m'impressionne beaucoup dans son côté, je lutte, mais je lutte très légèrement. Je fais du body language avec la lutte pour aller chercher la boxe et revenir sur la lutte. Donc voilà. Oui, je vais dire... Featherweight, est-ce que tu avais quelqu'un? Oui. Oh.
Yeah, Rodriguez. Ok, oh, tu n'abandonnes. Eh bah, ok. Parce que, bah, justement, moi, juste pour Yair, j'ai peur que ce soit. Yair Rodriguez, pour moi, c'est un peu le Cyril Gane des featherweight. Je C'est m'explique. vrai. De C'est, bah, ouf. voilà. Bah, en gros, De c'est ouf. qu'à chaque fois qu'il va. Les histoires sont à peu près les Voilà, mêmes. exactement. Il a De ouf. malheureusement pas l'occasion d'être testé contre des gars qui ont un profil lutteur, sauf au plus haut niveau. Donc, à savoir, hier, c'était contre Frankie Edgar en 2018. Et là, contre Volkanovski, mais sinon le reste du temps il affronte des strikers et quand il affronte des gars comme ça, bah il se balade. Mais et lui, pour moi, c'est vraiment un problème plus de KT que de gars. Euh, je ne sais pas, j'ai l'impression il est arrivé très tôt. J'ai l'impression il est relativement jeune, qu'il est très humble et qu'il a encore le potentiel d'apprendre. C'est ça qui me fait dire que si on parle d'horizon 2024, surtout 2025 dans son cas, il est possible que, euh, voilà, moi je le vois bien faire quelque chose de reprendre la ceinture. Je ne vois pas durer, mais je me dis que sur un malentendu où Volkanovski bouge pour aller prendre le défi où il a échoué et qu'il se sent confortable au-dessus, on pourra avoir un Yair Rodriguez qui revient et qui a un coup rein chez les bantamweight. Voilà ce que je vois. Et Ilia Topuria, est-ce que pour toi c'est trop tôt encore avec lui? Parce que même là, tu vois, je trouve que ce serait un peu le précipité pour le title shot contre Volkanovski. Oui, c'est tôt. C'est tôt. Honnêtement, je l'ai dit hein, quand le combat s'est terminé, j'ai dit ne me parlez de personne d'autre quoi. Il y a Topuria, José Aldo, ce que vous voulez, les reins qui étaient très longs de José Aldo, c'est pas la même chose. Le niveau qu'il apporte, le niveau qu'il peut déposer Volkanovski, c'est un autre niveau. Donc, il y a Topuria, si on le pousse maintenant, ça va mal se passer. Il est bon, il est très bon, donc admirons. Mais je dis juste que là, tout de suite, c'est pas le match à faire. Alright. Et est-ce qu'on a quelqu'un chez les lightweight? Charles Oliveira, Il d'abord pour 2025? 2024. Ouais, voilà, parce que. Ok. Je pense il en a plus pour longtemps, mais je pense qu'il pourrait reprendre la ceinture. Voilà. Je pense qu'il pourrait reprendre la ceinture et que ensuite, Islam reprendra la ceinture en 2025. J'ai vraiment l'impression que après ce qu'il a montré sur son dernier combat, il pourrait rectifier le tir, mais il ne peut pas maintenir cette performance sur très long terme. Et je pense qu'il peut rectifier le tir et garder la ceinture 6 mois. Ensuite, Islam reprend sa ceinture et puis fin du game. Alright, alright. Moi, chez les légers, je ne sais pas. Vraiment, c'est le. Pour moi, tout dépendra de la suite pour Islam Makhachev, vraiment. Parce que je pense que long terme, c'est quand même chaud d'aller durablement le chercher, je pense. Je pense. Ah, Même Oliveira ne peut pas aller le chercher. je pense que c'est compliqué. Non, mais moi, je te le dis, ce Volkanovski Makhachev 2, euh... Volkanovski va le faire. Volkanovski va le faire. Ah, ouais. Ah, Ah, tu trouves que Volkanovski a plus de chances que Oliveira? oui. Oui, 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 oui. Oui. Ah ouais, Waouh! non, mais Volkanovski, moi, il m'a vraiment impressionné. Hein. Il manquait juste pour moi, enfin, à mon sens, Oui, mais il t'a impressionné face à quelqu'un qui n'a pas le physique. mais il avait pas ce sentiment d'urgence, je pense, Volkanovski contre Islam Makhachev. Maintenant, il sait ce Ok. qui s'est passé, et du coup, il y aura Il sait qu'il plus. faut aller, faut y aller, quoi. Faut y aller. Exactement. Et tu vois, toutes les situations, il était peut-être pas en danger, mais qui jouait un peu avec la caméra et en soi, tu perds. Là, maintenant, bah, il sait que t'as perdu à la décision à cause de ça, tu vois. Donc, et Hum. même si tu dis, et j'entends complètement ce que tu dis, ça c'est un vrai argument aussi, que on avait peut-être pas le meilleur Islam Makhachev aussi ce jour-là. Aussi. Donc, ouais. Hum. Aussi. Bon, voilà. Alors, welterweight. Shimaev. Bah en fait, pour moi, c'est soit il sera champion là, soit dans la catégorie du dessus. C'est ça qui m'embête un peu. C'est ça qui m'a fait hésiter. Parce que sur le ranking de l'UFC aujourd'hui, il est classé chez les welterweight, mais on ne sait pas où il va aller. J'ai l'impression là qu'à Abu Dhabi, on va le voir à 84 kilos. Moi, en tout cas, je l'ai demandé pour Nassoudine à 84 kilos.
Et on ne m'a pas dit non. C'est juste qu'on m'a dit, ça se passe à Abu Dhabi. Donc, en gros, quand il a tweeté qu'il voulait combattre à Paris, j'ai couru en parler en disant s'il veut combattre à Paris, Nassour est chaud pour l'accueillir, tout ça. Et c'était non, it's a no-go. On le prévoit pour Abu Dhabi. Et donc, voilà, ça veut dire que on ne m'a pas dit non, il va combattre à 77 kilos. On m'a dit non, il va combattre à Abu Dhabi. Sauf que où je le vois gagner sur, c'est 77. Où je le vois devenir rapidement champion, 77. Quid des Shavkat Rakhmonov? Parce que pour moi, c'est un peu comme Shavkat, c'est ça qui est fou. Shavkat, c'est le nom qui vient quand on est sur l'idée de prospects et les gens qui vont fatalement arriver à la ceinture. Shavkat, fatalement, il y va. Inch'Allah. Cependant, comment te dire? Chimaev a un truc qui est tellement dominant que je me dis, à moins qu'il soit diminué, qu'il ne puisse pas combattre pour ses problèmes de visa, de papier, qu'il y ait un problème de santé comme il y a eu le Covid, mais il se balade. Il s'est systématiquement baladé, même contre, comment il s'appelle, le Brésilien? Gilbert Burns. Gilbert Burns, c'était un gros combat, mais qui l'attendait là? Regarde l'expérience de Gilbert Burns, compare ça à l'expérience de Chimaev, c'est un problème, Chimaev. C'est un vrai problème. Et non, il a une vraie chance d'accéder à la ceinture. Enfin, t'imagines Lyon Sédois contre Chimaev? Il se passe quoi? Ah non, mais non, personne ne veut voir ce combat-là. Personne ne veut voir ce combat-là. Ça a mal se passer. Oui. Mais on parle d'un Lyon Sédois quand même qui a fait tomber Ousmane Kamao, a pris la montée sur Kamao Ousmane. Mais quand, dans mes rêves, dans mes cauchemars, appelle comme tu veux, je vois Lyon Sédois contre Chimaev, ça se passe mal en fait. Et ça se passe très mal pour Lyon Sédois. Lyon Edouard. Je partage ton avis. Et juste 2 points sur c'est les gars qui montent un petit peu en ce moment. Pour moi, c'est prospect, mais je les vois pas être champions. C'est Jack Della Maddalena et Yann Gary, l'Irlandais. C'est tôt. Yann Gary, il a un potentiel de devenir champion en 2026. Il est dur, il est solide, il est costaud, il est malin, il est intelligent. J'ai vu il y a une vidéo qui tourne où il a rencontré, c'est qui le dernier adversaire de Nassourdine s'appelait comment? L'avant-dernier? Sean Strickland? Non, l'autre avant ça, celui de Paris. Ah, oui, Joachim Buckley, où ça chauffe un peu entre les deux. Ils se sont rencontrés et Joachim Buckley lui disait, mais pourquoi tu m'évites? Et il disait calmement, moi, je suis classé là. Et tu me demandes de revenir en arrière et te chercher. J'ai pas le temps. Moi, je monte. Ta trajectoire, elle descend. La mienne, elle monte. J'ai pas d'intérêt à venir te parler. Je n'ai pas d'intérêt à venir combattre contre toi. Je veux des gens mieux classés que moi pour me faire monter. Mais c'est une conversation comme deux potes qui se croisent. Mais ils veulent s'affronter. Enfin, mais Buckley le sollicite en disant, viens, on s'affronte. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve qu'il est bien dans la tête, il est posé, il est solide, il est plein physiquement. Il pourrait poser des problèmes, mais il manque de la maturité sur le côté gros combat. En middleweight pour 2025. Hors Ramzat. Voilà. Beau. Bonical, ben oui. Justement, à ce point-là, ouais, toi t'es vraiment là à fond dans le hype train Bonical, ok. Oui. Les histoires de Bonical sont effrayantes. C'est-à-dire les histoires d'entraînement. On dit qu'il est rentré dans une salle de grappling et qu'il a battu tout le monde. Yes. Qu'il a nettoyé une salle de grappling.
Il croit beaucoup en lui, il est solide, il a une bonne lutte, mais surtout une lutte extrêmement intelligente. Ce n'est pas pour les comparer. Je vois qu'ils ont chacun 4-0, mais sur le dernier combat de Jordan Zebo, je l'ai trouvé intelligent de cette manière-là. C'est Jordan, il est, comment te dire, il, il est censé être lutteur. Il a détruit la cage d'Arès. Il fait des slams. Et il arrive maintenant, il va combattre contre un mec qui est plutôt dur à lutter, qui est bœuf, et il va l'amener dans une autre dimension complètement. Il va utiliser les feintes d'amener au sol pour préparer les grosses attaques en kick et va finir par mettre le gars KO par un kick à la tête. Bonical est très intelligent dans cette manière qu'il a combattu dernièrement. Donc, j'ai mis un message sur Twitter où j'ai dit Bonical m'a impressionné parce que ce n'est pas tant sa lutte offensive qui m'a impressionné, c'est plus sa non-lutte qui m'a impressionné. Et beaucoup de gens ont dit, bon, Fernand va dormir, tu racontes des histoires, on comprend plus ce que tu racontes, tu es fatigué, on ne comprend pas ton français. Mais en gros, ce que je voulais dire, je m'entendais moi-même, mais vous avez raison, peut-être que je n'ai pas bien expliqué. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui a marché sur ce combat, c'était la non-lutte. Et les gens sous-estiment beaucoup la fausse lutte. Au lieu de dire la non-lutte, j'aurais pu dire la fake lutte. C'est qu'à partir du moment où j'ai planté ma graine, j'ai fait inception dans ton cerveau en te disant, je suis Bonical. Je suis le lutteur le plus gradé en ce moment à l'UFC. Je veux t'amener au sol. Qui que tu sois, tu as peur qu'il t'amène au sol vraiment. Et donc, quand Bonical fait un changement de niveau de sa tête, toi, tout ce qui te vient en tête, c'est de protéger tes jambes. Et tu baisses tes mains pour les protéger, alors que c'est une grosse frappe qui vient vers le haut. Cette trajectoire descendante là des overhands et tout, il l'utilise à la perfection. Et il l'utilise avec, il est conscient que les gens l'attendent en lutte. Il ne cache pas que les gens l'attendent en lutte. Il annonce aux gens, je vais t'amener au sol et tu ne pourras rien y faire. Et si tu as l'audace de vouloir bloquer ma lutte, je vais te mettre KO. Ça, c'est très, très, très intelligent. Ça, c'est un basique qu'on connaît dans toutes les écoles de MMA. Tout le monde peut en parler. Mais sauf que c'est le truc le plus sous-coté du monde du MMA. Les gens sous-cotent beaucoup le côté feinte. Je te fais mal, tu ressens la notion de douleur avec le low kick. Quand je reviens, je fais un question mark, je passe au-dessus. Les gens disent, mais comment il a pu prendre ça? Il n'avait pas de garde. Mais non, tu peux pas avoir la garde partout. Sur la gauche, tu n'as qu'une main. Si tu paniques parce que tu as eu trop mal et que tu veux ramener ta main parce que tu peux plus bloquer les low kicks, tu veux réduire la douleur, bah, tu vas laisser tout ça exposer et on va passer dessus. Et ça, Bonical a compris que sa menace de lutte est encore plus importante que sa lutte. Pourquoi? Parce que quand Bonical lutte vraiment, mine de rien, il dépense de l'énergie. S'il se met à lutter beaucoup, il va croiser des gens à l'UFC qui sont plus endurants que lui, qui vont lutter avec lui, qui vont même annuler sa lutte au sol, parce que le tout n'est pas de lutter. Tu vas le faire tomber, mais vous allez arriver au sol, et ensuite le gars, il a une belle garde. Il joue avec toi, il te contrôle, il te suit, puis il te contrôle, tu peux rien faire. Et Bonical s'est dit, écoute, je vais capitaliser sur la terreur que j'impose à mes adversaires et je vais faire semblant de lutter pour récolter des KO. Et ne sois pas surpris que ces mecs finissent avec, dans 5 ans, comme étant le record de KO dans sa catégorie. Parce qu'il va en mettre des KO, parce que tout le monde se prépare à défendre sa lutte. Et je trouve ça très, très intelligent. J'ai l'impression que l'UFC là est en train de préparer, comme ils l'ont fait pour Adesanya PA, un choc d'ici, je pense, la 2025-2026 entre Khamzat et Bonical. Même si c'est beaucoup trop tôt pour se projeter là-dessus, est-ce que pour toi c'est un peu le combat ultime parce que sur le papier, là il y a quelqu'un qui parlait dans le domaine de prédilection de Bonical?
Bah, sur le papier, c'est puissant. De toute façon, c'est simple. Dorénavant, ce que l'UFC essaie de faire, c'est d'opposer la lutte de l'Ouest à la lutte de l'Est, de manière générale. Mais il y a deux matchs que l'UFC prépare pour Shimaev. Chez Iram, Iram, c'est le Dagestanais que euh, Shimaev Ah, avait battu, au bref, ouais. en bref. Et puis, Bonical. Bonical, ça va arriver un peu plus tard parce qu'ils sont pas fous. Ils vont le laisser prendre un peu de maturité. Et je pense que sur la fin d'année 2024, il sera prêt pour affronter Shimaev pour une ceinture. Et pour le coup, juste pour Hamzat, donc on a mis dans les futurs champions chez les welterweight. Pour toi, tu vois un vrai différentiel pour lui entre welter et middleweight? Pas tant que ça. Ouais. Je pense qu'il pourrait chiffonner les gens à gauche et à droite. C'est pas un problème. C'est juste, c'est contre lui-même. Est-ce qu'il peut être constant? Est-ce qu'il peut être sans blessure? Est-ce qu'il peut être sans problème de voyage? Est-ce qu'il peut boxer, combattre régulièrement de façon à ce qu'il ne perde pas ce truc qu'il a? Parce que c'est pas, ce truc-là, quand on est combattant, ça ne dure pas éternellement. Ce truc de dominant, ça finit tôt ou tard. Tu peux te cacher, tu peux éviter d'en parler, ça va arriver à un moment donné il va arriver un moment donné où tu ne peux plus et tu n'arrives plus, tu comprends pas pourquoi, tu es un peu plus lent, tu es un peu plus lent à prendre des décisions, tu es un peu plus lent sur tes gestes techniques. Et ce que je dis, c'est que faut, vous ne pouvez pas attendre d'arriver là, quoi. Aujourd'hui, c'est le moment de profiter, de faire ce qu'il peut faire avec son corps, ce qu'il peut. Voilà. Ok, ok, ok. Place à la catégorie light heavyweight. Donc c'est peut-être celle où il y a le plus grand flou même aujourd'hui. Qui sera Mhm. champion donc en Jerry 2024-2025? Prochaska. Ah bah voilà, endgame. Bon, Jerry Prochaska, donc ancien porteur de ceinture, pour moi aussi c'est la solution la plus logique dans l'immédiat. Petite question Fernand, Azamat Mourzakhanov, est-ce que lui tu y crois ou trop tôt pour se prononcer? Donc il est 11e aujourd'hui du classement UFC, 13-0 je crois en carrière. Dans sa catégorie, oui, c'est possible. Elle n'est pas terrible, la catégorie. Dans sa catégorie, il y a de la place. J'ai envie d'y croire. Parce que, regarde l'âge moyen des gars qui sont dessus. Glover Teixeira, machin, enfin, ils sont trop nombreux qui sont déjà un peu fatigués, tu vois. Ça va. Il y a de la place. Et en KLAF, c'est qu'est-ce qui fait que là t'as un petit peu... Parce qu'il n'est pas constant. Ok. En Kalaev, il lui manque de la constance. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui le déstabilise. Il est très, très fort en Kalaev. Mais il y a quelque chose qui fait qu'il peut faire une contre-performance venue de l'enfer. Et ça, c'est pas un trait de, enfin, c'est pas un trait qui te pousse à aller sur le titre. Tu vois ce que je veux dire? C'est, c'est pas, ouais. En heavyweight, on le sait tous, évidemment, il y a notre Cyril National, mais au-delà du patriotisme, il y a la brutale réalité. Et cette réalité, j'ai peur qu'elle soit brésilienne. Ah, tu as plus peur de la réalité brésilienne que la réalité russe. Ouais, ah ouais. Franchement, tu vois, je pense que Pavlovic, je le mets dans la même case, enfin, si tant est qu'on puisse mettre les gars dans des cases, mais tu sais, un peu comme Yair, comme Cyril. Pavlovic, malheureusement, il y a eu le premier combat contre Alistair Overeem. Depuis, on devait avoir la réponse contre Curtis Blades. Curtis Blades, bah, qu'il a déjoué, mais à partir du moment où il a enclenché, il était pour moi trop tard dans ce combat-là. Et je pense que le jour où il affronte un gars, que ce soit Stipe Miocic, que ce soit John Jones, ou même il affronte Cyril, et que justement, dès le début, tu voyais cette stratégie qui soit implantée, les gens vont se dire ah oui, en fait, il se passe ça. Voilà, donc c'est pour ça que Pavlovic, je n'y crois pas trop. OK. Écoute, je pense que
Je pense qu'il y a, sans hésiter, tu as bien compris que je pense que Cyril Gann va être champion du monde. Je n'ai je n'ai pas de doute sur le fait qu'il puisse être champion du monde en 2024. Euh, Maintenant, je sais que fatalement, le Brésilien va être champion du monde. Il y a rien qui peut le retenir. Honnêtement, pour être tout à fait honnête, si on prend Gelton Almeida et on le met contre Cyril, il faut beaucoup d'éléments justes. C'est qu'il faut le game plan aux petits oignons, il faut il faut L'exécution. une lucidité à toute épreuve. Il faut une mise en place de la stratégie sans. Et c'est ce sur quoi on commence on s'entraîne en ce moment. C'est quand Cyril a commencé sa carrière au TKO, il ne savait pas ce que c'était que la lutte ou le grappling. Il connaissait ça de manière sommaire. Il y a une vidéo d'ailleurs où il parle de sa première victoire au TKO où il dit vous voyez la guillotine que j'ai faite là? Je l'ai apprise il y a quelques jours dans la salle du GSP. On était au Canada et mon coach m'a dit de faire comme ça. Et bah, il me dit, je le sens, je pense il va vouloir t'amener au sol. Quand il va mettre sa tête, prends ça et fais ça. Il avait tellement peur du sol et respectait tellement le sol qu'il était un animal. Il avait un instinct de survie pour ne pas se retrouver dedans parce qu'il avait peur du sol. Ensuite, on a beaucoup travaillé le sol, beaucoup à l'opposé de ce que les gens pensent. C'est ça que les gens ne captent pas, parce qu'on a beaucoup travaillé le sol. Il s'est mis à faire des soumissions de ouf. Aux entraînements, il passe des twisters, il passe des banana splits. T'as vu ça où? Un poids lourd qui fait des banana splits, il fait des trucs de malade. Mais finalement, qu'est-ce que ça nous a apporté? Ça nous a apporté une confiance sans limite au sol et moins de peur de sol et d'amener au sol. Aujourd'hui, ce qu'il faut pour battre un mec comme Gelton Almeida, c'est quelqu'un qui a sérieusement du respect pour le sol. Pas peur du sol. Si tu as peur de l'amener au sol, tu ne luttes plus, tu passes ton temps à lutter pour défendre l'amener au sol au lieu de frapper pour blesser celui qui veut t'amener au sol. Quand tu respectes le sol du gars et que tu es conscient que si tu amènes au sol, ça peut mal se passer, tu ne veux rien avoir avec le sol, tu es en mode je suis débutant. Je ne veux pas comprendre ce qui se passe. Je vais changer de direction, je vais bouger et je vais juste mettre le feu comme si c'était un sapin de Noël. Je vais allumer dès que ça bouge, je tire. Je me pose même pas de questions. Quand tu es dans cette situation et que tu peux maintenir cet état d'esprit sur 25 minutes de combat, alors ça peut passer. Tu vois comment c'est compliqué un peu? Gelton Almeida, si tu fais une erreur, ça va se compliquer salement. Mais ça peut aussi se passer très mal. Tu as vu comment Derrick Lewis a reçu Curtis Blade avec ce uppercut sur son changement de niveau. Pense pas que Jason Almeida, il est un magicien et que ça va jamais lui arriver. Un jour ou l'autre, t'inquiète pas, ça arrive. La défaite, elle est là au tournant. Un jour ou l'autre, sois aussi invincible que tu veux, t'inquiète pas, mon garçon, un jour ou l'autre, ça arrive. Ou alors, prends rapidement ta retraite comme Habib. Perds pas trop le temps. Mais si tu traînes, ça arrive. Donc, je reviens et je dis que Pavlovich peut devenir champion. Gelton Almeida va fatalement devenir champion. Thomas Pinal va devenir champion à un moment donné. Cyril Gann va devenir champion à un moment donné.
Voilà ce qu'on a comme problème. Et est-ce que ça n'arrivera pas normalement parce qu'on sait que c'est le dernier combat de John Jones contre Stipe Miocic. Est-ce que dans un monde où t'imagines que John Jones reste, est-ce que ça peut se produire aussi? Parce que pour le coup, ça a pas de sens parce qu'on sait qu'aujourd'hui John Jones, il lui reste plus de combat, il veut des méga fights. Mais est-ce que des John Jones contre Almeida, John Jones contre Aspinall, John Jones contre Pavlovich, tu mettrais toujours John Jones ou tu te dis bon là ça peut être compliqué pour lui aussi? Almeida bat John Jones. Ok. Fernand il est à fond. Ouais. Ok. Ok. Comment te dire? Un combat, c'est très compliqué. Le combat de Cyril Gane contre John Jones, tu le refais 10 fois, tu as eu des résultats différents. C'est pas, voilà quoi, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. C'est pas le combat, c'est pas toujours une certitude. Ne pense pas que quand John Jones est venu rentrer dans la cage, il savait qu'il va lui marcher dessus, il va l'écraser. Non, c'est compliqué. Il y a des jours avec et des jours sans. C'est comme ça qu'il faut mettre le truc. Je ne suis pas sûr que. Alors, John Jones, Almeida aura beaucoup du mal à battre John Jones quand il peut très facilement battre Segan si on arrive à l'horizontale. Si Cyril reste à la verticale, il va déboîter euh, 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 Jason Almeida. C'est que s'il réussit à garder le combat debout, one way, un seul sens. Si Almeida amène le combat au sol, un sens. Si John Jones se met contre Almeida, combat chaud, mais je donne en favori la fraîcheur, le dynamisme et le côté résilient de Almeida qui a faim quand John Jones a déjà quand même, il a déjà pris son temps, tu vois. Il a déjà, tu vois, bon, alors l'histoire du combat John Jones Series, on vous l'a narré différemment en expliquant pour que ça marche bien, qu'on vende bien le combat. Il y a un gars qui joue juste à la PlayStation et FIFA et qui rigole tout le temps, qui a affronté un mec très sérieux qui combat toujours. Ce n'est pas vrai. Hein. Vous avez bien compris que ce n'est pas vrai. Vous voyez juste l'histoire de John Jones. Vous savez qu'il ne joue pas à la PlayStation, mais il joue à beaucoup d'autres choses. On est d'accord? Vous voyez que là, il joue bien, il est partout, il joue tout le temps et il gagne quand même. Donc, il y a des naïfs qui croient aux narrations que donne une télévision en disant, bon, voici un mec qui est très sérieux, voici un autre qui est un fou, et voilà. Non, ça se passe pas toujours comme ça. C'est pas exactement ça la réalité. La réalité, c'est que John Jones commence à avoir un âge et que John Jones commence à plafonner, à avoir la flemme de s'arracher. La réalité, c'est que des jeunes comme Almeida, c'est un problème parce qu'ils ont faim, ils ont la dalle, puis que tout le monde et qui veulent tout arracher et qu'en plus de ça, en plus de son physique monstrueux, il a un niveau technique monstrueux au sol et en plus, il a un niveau de courage qui lui permet d'aller à l'avant des coups, quitte à s'en prendre quelques-uns, histoire de mettre la main sur son adversaire. Donc, je pense que fatalement, en 2026, il sera champion. Et voilà. Mais je, j'espère que en 2000, en fin 2024, Manon Fiorot et Sergan seront champions. Ouais, et ben justement, transition je pense aussi pour Cyril, c'est la période parfaite parce que c'est vrai qu'il aura 36 ans en 2026, Cyril. Chez les femmes, donc, je pense, sans risque de me tromper, peut-être que tu vas être d'accord avec moi, donc, chez les strawweight, même 2025, je pense que Weili Zhang sera toujours championne. Moi aussi, j'ai du mal à voir quelqu'un d'autre venir la détrôner, Willy. Je pense qu'elle va rester championne. Je pense que chez les gars, chez les 61 kilos, Honda aussi sera championne en 2024. Arrête ça. Alors, attends.
Hmm. Alors t'es peut-être au courant de oui, parce qu'il y a pas mal de rumeurs sur un retour de Ronda. C'est vrai que là, le fait qu'il n'y ait plus Amanda Nunes, c'est un petit peu c'est une très bonne nouvelle pour elle. On regarde ce qui s'était passé lors de leur combat. Tu penses vraiment qu'on va avoir un comeback de Ronda là? Je pense que Ronda, c'est une femme qui a goûté le haut niveau en judo, qui a goûté le haut niveau en MMA, et je me dis que si elle décide de revenir, ça veut dire qu'elle a de fortes chances d'être championne. Je ne la vois pas revenir pour faire un combat Ouais, de kiff. oui. Mais faut qu'elle remette sa tête à l'endroit aussi, par contre. Bah, si pendant 7 ans, tu ne remets pas ta tête à l'endroit, tu ne vas plus jamais remettre ta tête à l'endroit. Elle a eu 7 ans pour cogiter sur sa vie, sur son staff, sur sa famille. Elle a tout eu pour ranger. Si là, elle n'a pas rangé, échec et mat, on ne peut plus rien faire, c'est fini. Mais ce que je dis juste, c'est que ce que je vous dis là ne vient d'aucune source. C'est moi qui est en train de juste essayer de me mettre à la place de Ronda et me dire, voilà une femme qui avait l'occasion de gagner encore beaucoup d'argent à l'UFC, qui a décidé d'aller faire le cash parce qu'elle a gagné mieux et que ça lui a amené moins de soucis, qu'elle en avait marre des médias. Elle décide de revenir dans le game. Et c'est à un moment donné où Amanda Nunes a pris la retraite. C'est à un moment donné, il y a un petit vide dans la catégorie. Elle, ça veut dire qu'elle s'est testée. Quand je parle avec Michael Lebou pour voir s'il peut venir sur Arès, ne vous inquiétez pas, Michael Lebou, avant de m'appeler pour en parler, il est déjà repassé à la salle, il a testé, il s'est dit, j'ai encore faim. Je pense que Ronda Rousey, elle se teste et elle dit, peut-être qu'il y a encore moyen, j'en ai encore sous le coude. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller taper 2 filles. Ensuite, je tape une fille et Dana, c'est mon ami, il va me donner la ceinture. Je fais la ceinture, je prends ma retraite. Je pense qu'elle est capable de faire venir à son gym des sparring qui lui permettront de tester si elle tient encore la route. Ce que je vais dire, je peux me tromper complètement et je m'en excuse si je m'excuse. Si je me trompe, je vous dis juste que si je devais faire mes petits calculs, j'ai l'impression qu'au moment où la rumeur commence à sortir que Ronda va revenir, c'est que Ronda sait qu'elle va revenir. C'est que Ronda se prépare à revenir. C'est qu'elle a déjà testé les entraînements, qu'elle a déjà commencé la préparation physique et qu'elle se dit, je n'ai pas tant perdu que ça. Avec le niveau que j'ai et la domination de lutte que j'ai, je peux ramener toutes les autres filles qui traînent là au sol. Et si j'amène Julia Peña au sol, elle a beau faire sous son machin, je vais lui mettre une clé de bras parce que je suis une spécialiste de clé de bras. Voilà comment je vois les choses. Donc, c'est très sérieusement que je pense que Ronda Rousey pourrait être championne des 61 kilos à horizon 2024. Et ben voilà. Affaire à suivre en tout cas sur le retour de Ronda Rousey. Et puis je partage ton avis sur les flyweight. Cocorico, Manon Fiorot. Là déjà il y aura un choc contre Rose Namajunas à l'UFC Paris. Puis ensuite elle sera dans les starting blocks. Et là pour le coup on est à 2024 pour Manon. Non, mais au-delà de Cocorico, hein, c'est que là, le classement que moi je donne, c'est un classement qui me paraît, je ne suis pas un magicien ou je ne suis pas comment dire, je suis pas un mec qui sait tout, enfin, je suis pas érudit, je vous dis juste que j'ai l'impression à mon petit niveau, ma petite connaissance, que ces personnes-ci ont le niveau de devenir champion en 2024. Et je pense sérieusement que Manon en a les moyens au-delà de Cocorico. C'est que Manon, si elle était néo-zélandaise, je dirais pareil que je pense qu'elle peut être champion en 2024. On suivra ça avec attention, Monsieur Fernand Lopez. Merci beaucoup, comme chaque semaine. Et n'hésitez pas à conserver ce petit podcast sous le coude pour voir un petit peu comment il vieillit comme le précédent. À la semaine prochaine. Mais ce serait bien de sortir le petit shot du précédent et qu'on voit les trajectoires qu'on précède là. Allez, let's go. À la semaine prochaine. Merci, salut les amis. N'oubliez pas, il ne vous le dira pas, mais pensez à liker, à commenter. Vous voyez bien que ça avance, qu'il y a des beaux contenus. Donnez de la force. Abonnez-vous pour que vous soyez au courant de tout ce qui se passe. Let's go, la sueur. I'm fucking coming for you!